Salut apprenti, le webtoon Solo Leveling. Dans cette vidéo, je vais parler du webtoon Solo Leveling. Qu'est-ce que c'est qu'un webtoon? C'est une bande dessinée qui a été publiée en premier sur internet et donc la lecture se fait verticalement. Je pense que ça a été plutôt étudié pour être lu sur les smartphones ou sur les tablettes plutôt que sur les ordinateurs où la lecture en fait horizontale n'est pas du tout un problème. Il me semble que ce webtoon est également sorti en nouvelle, mais je vais rester que sur le webtoon parce que je crois que la nouvelle va un peu plus loin. Donc dans les commentaires, faites bien attention de rester sur le webtoon et de ne pas spoiler les gens qui pourraient regarder la vidéo et lire un peu les commentaires. Sachant que du coup, si ça spoil un peu, moi je vais absolument pas lire bien sûr les commentaires qui risquent de spoiler la suite du webtoon. Le webtoon fait 110 chapitres, ça couvre la première saison. Pour l'instant, il est annoncé bien sûr une seconde saison, mais elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo. Juste pour la petite info, c'est un webtoon coréen. J'ai pu voir sur internet certains qui disaient que c'était un isekai. Pour moi, c'est complètement faux. Ça se rapproche plus du vrai shonen seinen plutôt que de l'isekai. L'isekai, bien sûr, c'est un sous-genre en général du shonen, mais pas que. L'isekai, c'est en fait, l'histoire se passe dans un monde imaginaire ou un monde parallèle, et souvent, ce monde imaginaire ou parallèle devient le vrai monde. Par exemple, tu as donc des personnes du monde réel qui jouent dans un jeu vidéo, et on suit les aventures en fait de leurs personnages dans le jeu vidéo comme si c'était de vrais personnages. Voilà, ça serait un isekai. Là, c'est absolument pas le cas. Comment j'ai connu ce webtoon? En fait, c'est parce que le chef Otaku a fait une vidéo dessus. En le regardant, malgré ce qu'il en dit, ça m'a quand même intéressé d'aller voir ce webtoon. Je vais pas regarder bien sûr de suite après la sortie de sa vidéo. Surtout que j'ai pas du tout vu sa vidéo au moment de sa sortie. Juste une petite remarque par rapport à sa vidéo. J'ai l'impression que pour lui, une œuvre doit être absolument originale par rapport aux autres, ou alors apporter un message. Alors je trouve que c'est pas, pour moi, une œuvre n'a pas besoin d'apporter un message quelconque, n'a pas besoin de dénoncer quelque chose et n'a pas besoin d'être plus original que ces autres œuvres un peu dans le même genre. Parce qu'en fait, si tu décortiques bien toutes les histoires, on n'est plus original depuis plusieurs milliers d'années. En fait, depuis qu'on commence à raconter les histoires, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est un héros, une héroïne qui avec différentes péripéties, arrive à la fin d'une histoire. Et donc, en fait, tout est relativement classique en soi, il n'y a pas tellement d'originalité. En fait, l'originalité vient de comment on apporte les éléments de l'histoire, des personnages, de leur caractère, etc. Mais même si ça ressemble beaucoup à d'autres histoires, du moment que cette histoire que tu es en train de lire, elle te plaît, tant mieux. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas un très grand consommateur de manga. J'en lis, mais j'en lis pas énormément. Voilà, c'est un peu pour poser les bases. Donc en fait, l'histoire se passe donc à notre époque, dans notre monde. Donc ça, voilà, on connaît toute la géographie, on sait un peu ce qui se passe. Le personnage qu'on suit, c'est Song Jin-woo. J'écorche très certainement le nom, parce que c'est un nom coréen. Alors c'est vrai que là, dans cette histoire, j'ai eu beaucoup de mal en fait à retenir tous les noms, même si je pense qu'en général j'essaie de retenir que le premier mot du nom. Je sais pas du coup si c'est le prénom ou si c'est le nom, puisque comme j'ai pas l'habitude de voir des noms coréens, forcément j'ai un peu plus de mal à les mémoriser. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a quelques années, il y a des portails qui se sont ouverts sur Terre, à plusieurs endroits sur Terre de manière complètement aléatoire. Tous les portails ne sont pas ouverts d'un coup, d'autres portails se sont ouverts par la suite. Au moment où ces portails se sont ouverts dans le monde, de manière apparemment complètement aléatoire, il y a eu un assez grand nombre quand même de personnes qui se sont éveillées. Donc en fait, ils ont reçu des pouvoirs assez divers, de plus ou moins puissants. Dans l'histoire, ils appellent ça l'éveil. Et donc, ils deviennent en fait des chasseurs. Parce que pourquoi chasseurs? Ils vont aller chasser des monstres. Effectivement, ces portails, dedans, il y a, ils appellent comme ça en fait, dedans, ce sont des donjons. Des donjons dans lesquels il y a des monstres et il y a un boss final. Et donc, en fait, le boss final est plus puissant que bien sûr ses sous-fifs. Je pense que c'est dû à cette notion-là que les gens appellent ça un isekai. Ce n'est absolument pas le cas, parce qu'en fait, là, c'est vraiment, même s'ils appellent ça comme cela, pour eux c'est du réel, il y a de vraies conséquences ce qui se passe dans les donjons. Il faut savoir que donc ces éveillés ont leur pouvoir actif en permanence, donc en dehors des portails, et quand ils rentrent dans un portail,
bien sûr leur pouvoir reste totalement actif au même niveau. Seules les personnes qui ont été éveillées peuvent rentrer dans un portail. Donc les personnes lambda voient les portails, mais ils ne peuvent pas y entrer. Tout comme pour les portails où il y a plein de nouveaux qui arrivent, il y a de nouveaux éveillés. On ne connaît pas bien sûr la fréquence du nombre de personnes qui s'éveillent ni la fréquence d'ouverture de portail, mais il faut savoir que voilà, encore à n'importe quel âge en fait des personnes peuvent s'éveiller. Ça peut être des personnes âgées, des jeunes, des adultes d'âge moyen, etc. Hommes, femmes, peu importe. Les personnes en fait ont une poussée en fait de puissance et donc se retrouvent avec des pouvoirs. Il faut savoir que n'importe quel éveillé est plus puissant qu'un humain normal. Il est plus endurant, plus fort, plus rapide, plus agile, etc. Il faut savoir que si un portail n'est pas fermé dans les 7 jours après son activation, et bien en fait tous les monstres qui sont à l'intérieur en sortent. Et du coup ils peuvent tout à fait attaquer n'importe qui. Alors qu'en fait tant que le portail est ouvert, mais ils peuvent pas en sortir, sauf après les 7 jours où là tous les monstres sortent du donjon. Et donc bien sûr s'attaquent à des personnes qui n'ont strictement aucune défense contre eux, parce qu'il faut savoir que les armes conventionnelles, les armes tout à fait classiques que nous avons, ne fonctionnent absolument pas ou quasiment pas contre ces monstres-là. En fait, seuls les monstres les plus faibles peuvent être un peu infectés par les armes qu'on a. Donc il faut absolument des armes magiques pour pouvoir lutter contre les monstres. Bien sûr, sur Terre, les chasseurs se sont organisés en guildes, donc un peu comme dans un jeu vidéo, bien sûr, se sont organisés en guildes pour pouvoir lutter contre les portails, les refermer. Il y a toute une industrie qui s'est mise en place parce qu'en fait, tout est bon à utiliser. Les monstres qui une certaine puissance minimum, sont utilisés entièrement. Leur peau, leur carapace, leurs griffes, leurs squelettes, leurs organes, leur chair, ça, tout est utilisé, tout est retransformé par une industrie pour pouvoir fabriquer des objets servant aux chasseurs ou servant au reste de l'humanité, surtout en général aux chasseurs, pour pouvoir en fait qu'ils puissent s'équiper de mieux en mieux pour pouvoir affronter des monstres plus puissants ou pour pouvoir survivre plus facilement. Donc dû à ça, en fait, en fonction de la puissance du chasseur, il va gagner plus ou moins d'argent. Dans cet univers, en fait, ils ont classé les chasseurs en fonction de leur puissance. Ça va du rang E, le rang le plus faible, au rang A, le rang quasiment le plus fort, et après il y a le rang S pour super, et après il y a le rang nation. Parce qu'en fait, ils disent dans l'histoire que entre différents S, en fait, ils n'arrivent pas à calculer en fait la puissance. Donc ils mettent ça tous dans un même bloc, et puis voilà. Sachant qu'en fait, je ne dis pas comment, mais en fait, les chasseurs de type nation sont assez rares, il y a certaines conditions qu'il faut absolument remplir. Les donjons sont classés de la même manière en fonction de l'émanation magique qui sort des portails. Donc il y a des guildes qui se sont spécialisés pour cataloguer les différents portails, et après, en fait, il est possible de réserver un portail en payant. Donc ils payent, ils peuvent réserver un portail, donc y aller. Aussi dans ce monde, comme il y a toute une industrie qui s'est créée, il est interdit de rentrer dans un portail tout seul. Il faut être 10 personnes pour rentrer dedans. En fait, il y a une inscription de raid, vraiment complètement comme ça dedans, où en fait, ils doivent inscrire 10 noms pour pouvoir rentrer dans ce portail. Après, peu importe le nombre de personnes qui y rentrent, du moment qu'il y a eu 10 personnes qui se sont inscrites. Donc on suit un jeune personnage, Song. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il est bien sûr chasseur, parce que sinon bien sûr ça n'aurait pas d'intérêt sinon. Mais ce n'est pas n'importe quel chasseur, parce qu'il a la particularité d'être un chasseur donc de rang E, mais surtout le chasseur le plus nul de la Terre. Apparemment ce serait vraiment le plus nul de la Terre. À un moment il se fait mesurer sa puissance, on lui dit que sa puissance est de 10. Comme ça on dit c'est la première fois qu'on entend une puissance, donc on dit ouais. Sauf que de suite après, la personne qui mesure sa puissance dit il est vraiment nul parce que un chasseur de rang E en moyenne a une puissance de niveau 70. En moyenne, les rangs E sont de niveau 70 et lui n'est que de puissance 10, alors qu'ils sont dans le même rang. Il faut savoir bien sûr qu'entre chaque rang, donc entre le rang E et le rang D, il y a un écart de puissance qui est inférieur à l'écart de puissance entre le rang D et le rang C, etc. Donc entre le rang A et le rang S, il y a un écart énorme de puissance. Alors t'imagines bien, entre un rang S et un rang E, l'écart de puissance est titanesque. C'est même pas en fait envisageable qu'un rang E puisse faire quoi que ce soit en fait à un rang S. Tu vas me dire que les rangs E, ils ont qu'à s'entraîner, comme ça ils vont augmenter en rang. Sauf que dans ce monde, en fait, au monde de l'éveil,
ça détermine ta puissance. Il y a 4 moyens d'augmenter sa puissance. D'abord, on va dire avec l'expérience du combat. Sauf que ça permet juste en fait d'avoir une tactique dans sa tête pour se connaître ses limites, reconnaître en fait la puissance des monstres en face de soi et donc du coup pouvoir jauger la situation et savoir quand est-ce fuir, quand on peut combattre, etc. Élaborer des tactiques. Donc ça permet une plus grande survie, mais ça augmente que très légèrement la puissance, même si un groupe très bien organisé va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts que des personnes complètement désorganisées mais d'un niveau supérieur. Ça, c'est le premier cas d'augmentation de puissance. Deuxième cas, c'est par l'équipement. Alors là, c'est vraiment très variable, c'est en fonction de la qualité de l'équipement. Plus il y a un équipement qui vaut cher, plus en fait, tu vas gagner en puissance. Mais en fait, l'équipement, il faut réussir à pouvoir le porter. Si pour une armure extrêmement lourde, mais que tu n'es pas assez fort, en fait, tu vas pas pouvoir bouger. Troisième cas, c'est le double éveil. Le double éveil, c'est en fait une personne qui est déjà éveillée, au bout d'un moment, va s'éveiller à nouveau. Donc elle va gagner en puissance, en général, elle va gagner 1, 2. Très rarement 3 rangs. En général, c'est 2 rangs qu'elle va gagner. Voilà. Le double éveil est assez rare et les conditions sont totalement inconnues. Ça va être aussi complètement au hasard. Il y a aussi une 4e façon, mais ça, je ne vais pas te spoiler. Sauf que notre personnage principal a trouvé une 5e façon de pouvoir augmenter sa puissance. Alors, ce que je vais te dire, en fait, ça va pas tellement te spoiler, vu que c'est dans les premiers chapitres de l'histoire. En fait, il arrive à débloquer une capacité spéciale qui le transforme en joueur. Ouais, c'est vraiment bizarre parce que du coup, c'est le seul à avoir cette capacité-là. Et en fait, il se réveille dans l'hôpital suite en fait à des événements. Je préfère pas te spoiler puisque c'est vraiment, je trouve assez sympa en fait dès le départ. En fait, ça te montre bien que ça rigole pas dans les donjons. Parce qu'il faut savoir que dans les donjons, toute blessure qu'ils ont, sauf s'ils arrivent à se faire soigner après, c'est définitif. Si tu perds un bras, t'as plus de bras. Si tu meurs, tu meurs. Il n'y a pas de résurrection. Il faut savoir que ce personnage, il est tellement nul en fait que dans tous les donjons qu'il fait, même les donjons les plus faibles, il arrive à se blesser. Même bêtement. Genre, il trébuche, il se blesse. C'est vraiment, en fait, je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il a la motivation de soigner sa mère qui est une maladie qui est donc apparue avec tout ce système de portail, une maladie donc extrêmement rare et impossible en fait à guérir. Et également, il a le peu d'argent qu'il a, il l'utilise pour permettre à sa sœur de suivre ses études. Bien sûr aussi pour manger, et donc aussi sa mère un peu, comme elle est dans un hôpital, d'apporter des soins à sa mère. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises qu'il des fois il n'a même pas assez d'argent pour pouvoir se soigner après les donjons. Heureusement pour lui, dans les donjons, il y a souvent des soigneurs, notamment une soigneuse qui est souvent avec lui et qui le soigne en fait le plus possible durant le donjon. Elle fait quasiment que de le soigner. On peut dire vraiment que c'est le chasseur le plus faible qui puisse y avoir dans le monde. Il en est parfaitement conscient dès le départ, avant même qu'il se fasse mesurer sa puissance, il est parfaitement conscient qu'il est le plus nul. D'ailleurs, sa présence rassure tout le monde à chaque fois, parce que si il y a le chasseur le plus faible qui est avec nous, ça veut dire que c'est pas un donjon très difficile. Donc du coup, c'est bon, on va pouvoir survivre. Donc ce personnage principal découvre une 5e technique pour pouvoir augmenter. Alors il découvre, c'est vraiment pas... C'est pas de sa faute en fait, suivant les éléments que je vais pas te spoiler puisque c'est vraiment très intéressant je trouve, comment c'est amené, eh bien il devient un joueur. Et là, en fait, tout va changer puisqu'il a devant lui qui vont apparaître des interfaces. Donc la première fois qu'il voit ça, il se réveille à l'hôpital, ses blessures sont guéries et il voit donc apparaître des interfaces. Il y a un mail qui vous attend, ceci, cela, vous avez une quête journalière, etc., etc. Il peut voir bien sûr toutes ces stats comme la force, l'endurance, l'agilité, l'intelligence, les perceptions. Ces différentes stats. Là, il a même son niveau, il a son nombre de points de vie, son nombre de points de mana. Alors que les autres éveillés, c'est comme dans n'importe quel shonen, en fait, ils ne voient pas leurs statistiques, bien sûr. Ils savent connaître un peu leur puissance, mais c'est tout. C'est juste l'approximatif. Mais très important, ça lui permet de pouvoir gagner de l'expérience. À chaque fois qu'il va tuer, notamment les monstres, il va gagner en expérience. Il va pouvoir également ramasser des objets que les autres ne peuvent pas apparemment ramasser. Il va pouvoir les revendre via une boutique qui est complètement virtuelle, qui a que lui qui a accès. Et avec l'argent dans leur boutique, qui ne peut pas bien sûr utiliser en tant qu'argent réel, parce que c'est l'argent uniquement du jeu dans lequel il est, en fait, même s'il n'est pas dans un jeu, lui, tout ce qui se passe est vrai pour lui.
mais c'est juste donc il a cette interface, en plus on ne sait pas trop encore ce dont il s'agit, et donc il peut acheter différents objets, par exemple une potion de soin, donc il va pouvoir se soigner lui-même, mais surtout en fait en gagnant de niveau, il va pouvoir gagner en puissance, et là c'est ça qui est très intéressant. Aussi, autre détail, c'est qu'il arrive à voir le nom des monstres, ainsi que leur niveau approximatif par rapport à lui. Donc s'il voit un nom rouge, et en fait, il sait qu'il va se faire tuer. S'il voit un nom gris, c'est qu'en fait le monstre ne va plus rapporter de points d'expérience ou quasiment plus. Et donc c'est exactement comme dans les jeux vidéo, sauf qu'il n'est pas dans un jeu vidéo, hein. On reste toujours dans le monde réel. Et donc il va gagner en puissance, et donc tu te rends bien compte qu'il va devenir de plus en plus puissant. Et donc d'où le titre Solo Leveling, notamment parce qu'il peut avoir accès à certaines zones de manière tout seul. Il va gagner quelques pouvoirs qui sont vraiment très intéressants et très particuliers. D'ailleurs c'est le seul à les avoir et qui va le rendre assez puissant. Mais aussi le fait qu'il a été pendant très longtemps le chasseur le plus nul de la Terre, eh bien il a développé une certaine intelligence. C'est un personnage qui est vraiment intelligent, qu'il arrive à élaborer des plans et surtout à réfléchir à comment ne pas se faire tuer et comment pouvoir exploiter donc les faiblesses de ses adversaires. On va passer brièvement dans la partie spoil, je te mets ici le timecode pour se rejoindre dans la partie non spoilée. Petite partie spoil, c'est juste en fait, où je vais te donner mon impression par rapport à la toute fin, ou quand il est encore sur l'île. Pourquoi, alors peut-être qu'il l'a fait, on l'a pas vu, pourquoi qu'il n'a pas ressuscité tous les rangs S qui sont morts. Ressuscité à sa manière, il aurait pu tous se transformer en ombre. À mon avis, il n'aurait eu aucun mal vu sa puissance, vu son niveau, et vu par rapport au rang S, comme il les maîtrise sans ses pouvoirs, juste avec sa force et son agilité, il aurait pu tout à fait les ressusciter. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il aurait pu détruire quelques ombres qui sont pas extrêmement puissants et les remplacer vraiment par des ombres assez puissants. Il y avait même, je crois, dans le lot, un soigneur qui s'est fait tuer. Je ne parle pas de celui qui l'a libéré par la suite, mais je crois que parmi les rangs S japonais, il y avait un soigneur, une soigneuse, il me semble. Donc il aurait bien pu la prendre pour justement, parce que c'est un peu ce qui lui manque dans son équipe, c'est quelqu'un qui a des capacités de soins. Et ça, si on en a parlé durant l'île, je pense, parce que ça va lui faire défaut par la suite. Et donc je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas été récupéré tous les corps des rangs S. Nous revoici dans une partie sans spoil. Moi j'ai bien aimé ce webtoon, parce que déjà c'est pas le genre d'histoire que j'avais pour l'habitude de voir. J'ai plutôt l'habitude de voir bien sûr des mangas assez populaires, ou même des mangas pas forcément populaires, mais pour moi ça me changeait vraiment. Et j'aime bien ce côté un peu jeu de rôle qui rentre dedans. Je pense que tu as bien dû deviner, notamment sur mes let's play, je l'ai carrément dit, que moi c'est le genre de jeu que j'affectionne particulièrement, les MMORPG ou les RPG tout court. C'est vraiment le type de jeu que j'apprécie énormément. Donc le voir en manga, mais que ça ne soit pas en fait je ne suis pas en train de lire un manga qui est sur un webtoon, peu importe, qui est sur un jeu vidéo, mais que ça se passe dans le monde réel. Pour eux, c'est vraiment tout ce qui se passe, c'est réel. Je trouve ça vraiment très intéressant, de ne pas être le seul bien sûr qui doit avoir ce type d'histoire. Moi je connais que celui-ci qui est comme ça, je le trouve vraiment sympa. De plus le personnage principal, en fait il est captivant parce qu'il commence vraiment en bas de l'échelle, il n'a pas du tout, en fait il commençait pas en fait, en ayant un truc spécial. Par exemple si tu prends Sangoku au départ, son truc spécial c'est que c'est un Saiyan. Si tu prends par exemple Naruto au départ, qu'est-ce qu'il a de spécial? Et en fait il a Kyuubi dans son corps dès le départ. Pareil pour Ichigo dans Bleach, même on pourrait trouver certaines choses par rapport à Luffy et le Di. Souvent dans les shonen, seinen, les personnages principaux ont quelque chose qui fait que bien qu'il commence souvent relativement faible, il va augmenter en puissance, et du coup c'est le principe même de beaucoup d'histoires en fait, autres que les shonen, ça va beaucoup plus loin que ça, où en fait le personnage principal, le héros, fait une quête initiatique en fait, où il va augmenter de plus en plus en puissance, va acquérir certaines choses, acquérir des alliés pour en fait devenir de plus en plus puissant pour pouvoir affronter de nouveaux obstacles de plus en plus périlleux. Alors que rien à la base laissait penser qu'il allait pouvoir obtenir cette puissance-là, en fait c'est tout un enchaînement d'événements qui va lui permettre d'acquérir cette nouvelle puissance. Mais
il aurait pu rater et donc du coup il aurait pu ne pas l'avoir et ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait pu l'avoir. Il aurait peut-être même pu être plusieurs à l'avoir, on ne sait pas. Mais c'est ça qui rend très intéressant, c'est que ça aurait pu être n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas un élu en fait à la base. Pour dire à quel point que les guildes sont vraiment organisées pour gagner aussi un maximum d'argent pour les guildes les plus puissantes. C'est pour les portails de rang B et de rang A. Il y a une première force d'attaque qui arrive et qui décime tous les monstres sauf le boss. Ils le laissent tranquille, ils ne vont pas l'attaquer. Là, ensuite rentrent du coup deux types d'équipes. Une équipe en fait de mineurs qui va miner les cristaux qui donc vont pouvoir être transformés et pouvoir se vendre vraiment à des prix assez élevés, notamment parce que les cristaux dans les portails de rang B et de rang A sont assez précieux. Et également une autre équipe de ramassage va aller ramasser tous les corps des monstres pour en fait les sortir du portail. Donc, comme ils sont morts, il n'y a plus aucun problème, pour que d'ailleurs toutes les industries puissent en fait retransformer les corps en autre chose. Donc une fois qu'ils ont fini ce travail là, la force d'attaque revient pour tuer le boss et ainsi fermer le portail. Je trouve aussi que ce personnage en fait il a l'intelligence d'exploiter le système en fait pour gagner de l'argent, même si on voit qu'il gagne pas non plus des sommes folles. D'ailleurs plusieurs fois on me dit mais comment ça se fait que tu gagnes pas plus d'argent alors que tu as un niveau de puissance qui pourrait te permettre de gagner plus d'argent, parce que son but à la fois c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Lui ce qu'il veut c'est augmenter en puissance pour pouvoir affronter des ennemis plus puissants, pour pouvoir augmenter encore en puissance, pour qu'ils soient de plus en plus tranquilles, en fait qu'ils se baladent tranquillement dans les donjons et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer donc à soigner sa mère, pour pouvoir lui vivre un peu correctement et aussi pour pouvoir mettre à l'abri sa sœur. Il va donc retourner un peu le système, mais pas non plus le casser, bien sûr en décortiquant et en relisant, etc., en faisant essayer de chercher plusieurs niveaux de lecture. On peut peut-être essayer de trouver une certaine dénonciation de la part de l'auteur du système coréen, d'autres systèmes. Est-ce que vraiment il a voulu aller jusqu'à là où il s'en appuie pour pouvoir en fait faire son histoire, puisque on s'appuie sur ce qui nous entoure en fait, quand on crée une histoire, on s'appuie sur le modèle qu'on connaît, que c'est un modèle à suivre ou pas, mais en tout cas, dans la société qu'on vit, on va essayer d'appliquer ce qui se passe dans notre œuvre, ou essayer de créer complètement autre chose. Mais en général, c'est parce qu'on a eu l'idée autre part. C'est assez rare que ce soit complètement en fait, sorti de l'esprit. En général, c'est un mix de notre environnement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu et partage la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi.